4 jours après l'attaque terroriste à la préfecture de police de Paris, un rapport de service atteste des multiples signaux de radicalisation de l'assaillant. L'État se retrouve à nouveau confronté à son propre échec et Christophe Castaner est en première ligne. Dimanche, à l'appel du collectif Marchons Enfants, constitué d'une vingtaine d'associations dont la Manif pour tous, une grande manifestation a défilé dans les rues de Paris. Un pari réussi qui prouve que la mobilisation pro-famille n'a pas pris une ride depuis 2013. TV Liberté était au cœur de la manifestation. Emmanuel Macron instrumentalise l'immigration avec un débat sans vote à l'Assemblée nationale. Le président fait comme à son habitude des effets d'annonce. Une démarche électorale à quelques mois seulement des prochaines élections municipales. Madame, monsieur, bonsoir. Serait-ce l'échec de trop pour Christophe Castaner? 4 jours après la tuerie à la préfecture de police de Paris, un rapport de service allonge la liste des failles ayant permis le passage à l'acte de Mickaël Harpon. Un drame révélateur d'un véritable dysfonctionnement de l'État. Thibaut Bastide. Tous les voyants étaient au rouge 4 jours après l'attaque perpétrée par Mickaël Harpon à la préfecture de police de Paris. Les interrogations ont progressivement trouvé des réponses et la thèse de l'acte d'un déséquilibré, souvent privilégié dans pareil cas, n'a plus lieu d'être. Alors que d'aucuns s'accordaient à dire que Mickaël Harpon était un employé et un collègue modèle au sein de la préfecture, le ton a radicalement changé. Désormais, les supposées voix entendues par l'assaillant avant son passage à l'acte ont laissé place à de véritables preuves d'une radicalisation islamiste laissée latente au cœur de l'un des services les plus sensibles des forces de l'ordre. En effet, selon un rapport du service de la préfecture de police, Mickaël Harpon aurait multiplié les signaux d'alerte depuis plusieurs années. Un constat que le procureur national antiterroriste, Jean-François Ricard, avait déjà évoqué. La poursuite des investigations a permis de faire apparaître des contacts entre l'auteur des faits et plusieurs individus susceptibles d'appartenir à la mouvance islamiste salafiste. Par ailleurs, plusieurs témoignages ont fait apparaître que l'auteur des faits aurait adhéré à une vision radicale de l'islam. Ceci résulte notamment à ce stade, et sont plusieurs témoignages, des éléments suivants. D'abord, son approbation de certaines exactions commises au nom de cette religion, son souhait de ne plus avoir certains contacts avec les femmes, sa justification auprès d'un collègue de travail des attentats commis dans les locaux du journal Charlie Hebdo en 2015, son changement d'habitude vestimentaire depuis quelques mois, enfin, l'intéressé abandonnant toute tenue occidentale au profit d'une tenue traditionnelle pour se rendre à la mosquée. Une très longue liste d'éléments qui témoignent d'une radicalisation bel et bien présente et perceptible. Pire, plusieurs collègues de Mickaël Harpon auraient signalé l'attitude de ce dernier à leur hiérarchie de façon orale. Des alertes laissées sans réponse et aucune trace n'a été mentionnée dans le dossier administratif du fonctionnaire islamiste. Pourtant, cette simple allusion à Charlie Hebdo aurait normalement dû faire l'objet d'un signalement. Une multitude de failles d'autant plus préoccupantes que l'individu était habilité au secret défense. Ainsi, une attaque terroriste perpétrée par un fonctionnaire ayant accès à des informations sensibles. Ces mots suffisent à décrire le cataclysme déclenché et traduisent bel et bien d'un échec des services de renseignement et de facto du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Surtout que le locataire de la place Beauvau avait affirmé qu'aucun signe de radicalisation n'avait été signalé. Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillait avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte et ce matin a commis ce parcours meurtrier. Des propos totalement erronés et Christophe Castaner se retrouve une nouvelle fois à côté de la plaque, d'autant que tous ces éléments étaient connus au moment où il a pris la parole. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le ministre de l'Intérieur fait de telles sorties de route. En effet, le 1er mai dernier déjà, il avait accusé à tort des manifestants d'avoir attaqué l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Christophe Castaner apparaît désormais comme le ministre de la fake news et cette dernière sortie témoigne d'une incompétence totale, alors qu'il s'agit d'un événement inédit ayant touché un secteur sensible de la sécurité nationale et donc d'une ampleur majeure. Face à ce drame de l'intérieur, bon nombre de voix se sont élevées pour réclamer une nouvelle fois la démission du premier flic de France. Mais ce dernier a estimé ne pas être responsable de cette tuerie à la préfecture de police. Il a d'ailleurs reçu le soutien du Premier ministre Édouard Philippe et de plusieurs soldats de la Macronie. Car au-delà du simple maillon Castaner, c'est bien toute la chaîne gouvernementale qui se retrouve fragilisée face à ce dysfonctionnement d'État.
La manif pour tous revient en force. 6 ans après les manifestations géantes contre la loi Taubira, les militants pro-famille ont une nouvelle fois répondu présent à l'appel du collectif Marchons Enfants. Dans le viseur, l'extension de la procréation médicalement assistée aux femmes seules et plus largement le texte de loi sur la bioéthique. Géraud Dufayet était au cœur de la manifestation. Retour en force pour la manif pour tous. Ils étaient 600 000 selon les organisateurs. 74 000 selon Occurrence, un cabinet mandaté par les médias subventionnés. Et malgré l'écart du chiffre, une seule certitude. Les opposants à l'extension de la PMA ont frappé fort. Sous le nom du collectif Marchons Enfants, près d'une dizaine d'associations étaient réunies pour témoigner de leur opposition au texte de loi de bioéthique, contentant, entre autres, le volet sur la procréation médicalement assistée pour les femmes seules. Alors eh bien, nous sommes confrontés à un projet de loi de bioéthique qui commence tout juste son parcours législatif. Et donc aujourd'hui, rien n'est fait et rien n'est joué, rien n'est inéluctable pour défendre en particulier le droit de l'enfant, le besoin de l'enfant d'avoir un père. On ne peut pas l'en priver volontairement toute sa vie. Ce serait évidemment une injustice immense. Je suis extrêmement inquiète par toutes les transgressions qui sont présentes et en germe dans ce projet de loi qui vient instrumentaliser la vie humaine à son commencement dans des expérimentations d'apprentis sorciers. Il y a une pénurie de gamètes aujourd'hui et qu'en ouvrant ce marché des gamètes et notamment du sperme, eh bien, la France va devoir aller acheter du sperme dans des pays dont la vente est autorisée, ce qui reviendra à commercialiser des gamètes, à encourager le commerce des gamètes. Et c'est un point contre lequel nous serons intransigeants. Si on met 2 mères sur l'acte de naissance, ça ne dit pas à l'enfant de qui il est né. Donc c'est plus un acte de naissance. Et la filiation change de sens. Agnès Buzyn nous dit qu'un géniteur n'a rien à voir avec un père. Génial. Mais alors quand un homme ne voudra plus assumer sa paternité, comment lui imposer la paternité? C'est terminé, ça finit la pension alimentaire. Un salon de vente de bébés à Bruxelles, en plein Bruxelles, c'est la 4e année que ça se produit. Le salon s'appelle Men Having Babies et ce sont des agences américaines et canadiennes qui viennent dans un salon présenter leurs services et à l'étage, dans des chambres privées, négocier avec des avocats les prestations de vente. Et dans le catalogue, vous avez un bébé entre 80 et 150 000 $. Et surtout, un enfant, c'est pas un objet, c'est pas une promesse de campagne, c'est un être humain. Enfin, il y a un moment, on peut revenir, quand on discute et quand on voit les inconvénients, le plus, le moins, autant on peut promettre une taxe d'habitation en moins, là ok c'est une promesse de campagne, une baisse de TVA, pourquoi pas, mais je parle pas de la TVA là, je parle de l'être humain, on promet pas un être humain tout de même. Je pense qu'avoir un père et une mère ça fait partie de ce qu'on appelle une famille et la famille elle a besoin d'être équilibrée et le résultat perdu de vue quand on regarde un peu les gens qui sont nés sous X, la première préoccupation, c'est de rechercher leurs parents. C'est la porte ouverte à la GPA, même si le gouvernement ne la souhaite pas, elle nous sera imposée par la CEDH et toutes les conventions européennes que la France a signées qui imposeront l'égalité. Donc aujourd'hui, c'est un jour crucial, il faut faire en sorte que cette loi ne passe pas. Je suis venu ici comme des milliers de personnes qui sont avec nous pour témoigner paisiblement et sereinement de notre opposition au projet de loi qui est discuté actuellement à l'Assemblée nationale. Parce que je crois que ce projet de loi concerne notre avenir. Derrière la décision que nous sommes en train de prendre, il y a au fond un nouveau rapport à nos corps, un nouveau rapport à la condition humaine. Et dans une époque où nous avons compris qu'il était nécessaire de se réconcilier avec les grands équilibres de la nature et de la condition humaine, je crois qu'il est nécessaire d'être très prudent quant à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le premier article du projet de loi de bioéthique a déjà été approuvé par l'Assemblée nationale. Mais l'examen est loin d'être terminé. Une trentaine d'articles doivent encore être mis dans l'hémicycle. Pour autant, malgré la prétendue volonté de débat libre et apaisé, le dialogue le semble confisqué. Il y a une pression très forte, il faut être clair, de la République en marche qui dit débat serein et apaisé comme un mantra qui le répète sans cesse parce qu'en fait c'est une manière d'essayer de culpabiliser ceux qui expriment leur désaccord et leur opposition. Eh bien j'ai tenu à être présent aussi pour soutenir celles et ceux qui ont le courage de dire non, ça n'est pas un débat apaisé, d'ailleurs il est très largement confisqué parce qu'un certain nombre de voix se sont exprimées contre ce texte. On a l'impression que le gouvernement passe en bulldozer et ne laisse même pas la place à un véritable débat. Je suis d'ailleurs effrayé de voir qu'actuellement au sein de l'hémicycle, nous n'avons quasiment plus de temps de parole parce que là aussi, nous sommes en temps programmé, on cherche à nous museler. On a le droit à 1 heure en tout et pour tout pour les députés non inscrits pour s'exprimer sur un texte
qui fait 32 articles sur lesquels on a prévu plus de 15 jours de débat et on nous a accordé royalement 1 heure de temps de parole. Autant dire qu'en fait, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de débat apaisé et serein comme ils aimeraient le faire croire au sein de l'hémicycle. Et donc, puisqu'on ne nous entend pas dans l'hémicycle, on va se faire entendre dans la rue. Après la première lecture, le texte fera son entrée au Sénat le 15 octobre prochain. Une commission spéciale l'étudiera avant ce retour à l'Assemblée nationale. Et si Gérard Larcher, le président de la Chambre haute, s'est dit ouvert sur le sujet, la droite, majoritaire au Palais du Luxembourg, pourrait peser contre ce texte. Je pense que la Chambre haute, elle a déjà la possibilité de prendre conscience des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, même si en partie ce débat est confisqué. Et je pense que les sénateurs affirmeront là aussi une tonalité différente par rapport à cette majorité pour montrer combien de lignes rouges sont franchies. Donc pour le moment, je reste confiant, mais vous le savez, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et c'est pour cela que nous devons continuer à nous battre. Plus de 5 ans après la mobilisation historique de la Manif pour tous, les défenseurs de la famille étaient toujours motivés pour mener à bien leur combat. Je pense qu'il n'y a jamais de cause perdue, il faut toujours montrer l'exemple aux plus jeunes générations, toujours leur montrer l'exemple qu'on est capable de se battre malgré tout ce qui peut passer comme loi insupportable au niveau du gouvernement. On réduit l'homme à son état matériel, on lui enlève une part de spiritualité et aussi c'est un refermement égoïsme de la société d'aujourd'hui qui, au lieu de penser aux conséquences à ses enfants, pense à sa personne. C'est une question de justice que tous les enfants aient un papa et une maman et qu'ils ne soient pas enlevés par la voie législative. Et donc on se bat pour la justice, peu importe. On verra les fruits de notre combat peut-être beaucoup plus tard, mais c'est important de se battre quand même. Non, parce que je pense qu'on se souviendra toujours des résistants, que nos adversaires doivent nous voir en face. Et quelque part, j'ai envie de dire, advienne que pourra après, mais au moins on n'aura pas de regrets. Et surtout, on pourra dire à nos enfants qu'on s'est battu. Alors d'abord, l'histoire n'est pas écrite, il n'y a pas de sens de l'histoire. Et en plus, qu'est-ce qu'on pourrait réclamer si on ne vient pas se battre pour nos idées? Il sera toujours temps de revenir, on peut défaire les lois, on peut refaire d'autres lois. Donc le combat n'est pas perdu, il faut le mener. Non, il n'y a pas de cause perdue. Et notre présence aussi, c'est aussi le fait de manifester de façon publique notre désaccord. Bravo pour cette manifestation sur un sujet, mais c'est absolument insuffisant. Il faut pousser beaucoup plus loin le système du combat. Il faut rénover notre façon de combattre. Nous sommes en guerre, c'est un combat et donc il faut se battre bec et ongle pour ébranler et détruire ce système politico-médiatique qui conduit la France dans le gouffre, tout simplement. Malgré cette première démonstration de force, le ministre de la Santé Agnès Buzyn a déjà annoncé sa volonté de voir le texte définitivement adopté avant l'été. Nul doute que les manifestations vont donc se poursuivre. L'immigration en trompe-l'œil à l'Assemblée nationale. Soucieux de donner des gages à droite pour siphonner les Républicains, Emmanuel Macron a voulu que les parlementaires s'entretiennent sur le sujet. Des discussions qui ne donneront lieu à aucun vote. Olivier Frère-Jacques. C'est reparti pour un débat macronien. Déplacé d'une semaine à cause du décès d'un ancien président de la République, la question de l'immigration a fait son retour ce lundi à l'Assemblée nationale. Au programme, 6 axes de travail, dont un qui ne manquera pas de déranger, les généreuses prestations sociales accordées aux demandeurs d'asile. L'objectif de ce fameux débat est avant tout électoral. En effet, les discussions ne donneront pas lieu à un vote ou à une quelconque prise de décision. Après les prises de parole ministérielles, 2 personnalités sont particulièrement attendues sur la question, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La première car c'est le thème de prédilection de sa formation politique, et le second car cela permettra de prendre la température du côté de la France insoumise, d'ordinaire très divisée sur la question. Le théâtre parlementaire ne devrait cependant pas réserver de grandes surprises. En effet, si un discours offensif est attendu du côté de Marine Le Pen, un discours pro-immigration de la gauche avec le Parti socialiste et les communistes notamment, pourrait permettre une nouvelle fois à la majorité En Marche de se présenter comme étant le juste milieu. La droite parlementaire, elle, a tout à perdre. Les Républicains, toujours plus divisés depuis le revers de François Fillon à l'élection présidentielle, et en dépit d'un groupe d'une bonne centaine de députés, semblent apparaître comme les cibles électorales parfaites du débat sur l'immigration. Incapables de s'entendre sur une ligne commune et pris en étau entre la gauche et le Rassemblement national, il sera très difficile au groupe de Christian Jacob de peser et de faire entendre une ligne claire. L'enjeu pour la majorité est donc avant tout électoraliste et pourrait porter un nouveau coup à la droite parlementaire à quelques mois des élections municipales.
La manœuvre présidentielle consistera comme toujours à jouer la carte du « en même temps », comprendre, être fidèle aux dites valeurs d'accueil de la France et en même temps ne pas accueillir toute la misère du monde selon la formule consacrée. Et comme pour le débat des Gilets jaunes, le grand débat, cet échange sur l'immigration sera une nouvelle fois récupéré par la majorité. Et pourtant le sujet n'est pas sans susciter une vive inquiétude chez de nombreux Français. Ainsi, le nombre des demandes d'asile aurait atteint près de 125 000 en 2018, soit une hausse de 22% en un an. Premier pays d'origine des demandeurs d'asile, l'Afghanistan, suivi de 2 pays considérés comme sûrs par les autorités françaises, à savoir la Géorgie et l'Albanie. Parmi les primo-demandeurs, autre élément intéressant, près de 2/3 d'hommes de moins de 34 ans. Au-delà des chiffres, c'est bien le changement du paysage ethno-culturel français qu'ont causé des décennies d'immigration ainsi que l'insécurité découlant du phénomène qui alerte de nombreux Français. Mais de cela, il n'en sera pas question pour la majorité. Le débat devrait surtout servir à La République En Marche à installer toujours plus dans les esprits la lubie macroniste qui consiste à diviser artificiellement la sphère politique française entre progressistes et conservateurs et s'imposer ainsi en recours pour les prochaines élections. Et on reste avec Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. La menace des émeutes de banlieue sera vive. Samedi, à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, un homme de 22 ans est mort après avoir percuté un poteau avec sa moto. Des policiers procédaient à un contrôle sur les lieux et c'est en voulant éviter le barrage en montant sur le trottoir que le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule. L'homme est mort à son arrivée à l'hôpital vers 18h30, un fait divers qui rappelle l'accident de 2007 où 2 individus s'étaient tués en voulant échapper à la police. Un événement qui avait embrasé plusieurs cités à forte densité d'immigrés. Les Français friands de pesticides, selon l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les 3/4 des Français utiliseraient des pesticides. Plus de 5000 produits auraient en effet été recensés dans les foyers avec des précautions d'usage pas toujours respectées. Au-delà des herbicides et fongicides utilisés dans les jardins, les maisons regorgeraient également d'insecticides, des produits aux propriétés neurotoxiques. De plus, beaucoup de consommateurs jetteraient leurs produits inutilisés à la poubelle au lieu de les apporter à la déchetterie. Extinction Rébellion lance son plan Com. Ce mouvement social international a lancé une première opération ce week-end dans la capitale. Le but, sensibiliser la population à la cause écologiste. Le moyen, la fameuse désobéissance civique qui aura consisté à Paris à occuper un centre commercial samedi et jusque tôt dans la matinée dimanche. Une manière de dénoncer la société de consommation et ses méfaits. En dépit de quelques dégradations, l'occupation n'a pas causé de dommages majeurs. Au sein de cette nébuleuse, de nombreux badauds occasionnellement sensibles à la cause environnementale et des individus d'extrême gauche et de la mouvance dite antifasciste. Un phénomène qui rappelle vaguement celui de Nuit debout. Il pourrait donc durer quelques semaines avant que des vacances sonnent le glas de la révolte. Le procès de Karachi s'ouvrait ce lundi, 17 ans après l'attentat à la voiture piégée qui avait fait 14 morts, dont 11 Français en 2002 au Pakistan. Une affaire qui suscite toujours de nombreuses interrogations. En effet, après avoir favorisé la piste terroriste en imputant la responsabilité de l'attaque à Al-Qaïda, le système judiciaire français a finalement ouvert la voie à une potentielle responsabilité des services pakistanais. En cause, 6 individus sont suspectés de commissions occultes dans le cadre de la campagne présidentielle de 1995 pour le compte d'Édouard Balladur. Victoire des socialistes lors des législatives au Portugal. Dimanche, les socialistes du Premier ministre sortant, António Costa, ont remporté les élections législatives sans obtenir de majorité absolue. La formation de l'ancien maire de Lisbonne a récolté 36,65% des suffrages et disposera d'au moins 106 sièges sur 230 au Parlement contre 86 en 2015. Les socialistes ont devancé leurs rivaux du Parti social-démocrate qui ont obtenu 27,9% des suffrages. Le Moulin Rouge fête ses 130 ans. Le plus célèbre cabaret parisien, fondé en 1889 par Joseph Euler et Charles Zidler, a voulu marquer le coup avec un spectacle extérieur. Avec 2 spectacles par soir, le Moulin Rouge comptabilise quelques 600 000 entrées par an. Et voilà, on approche de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, les journalistes Gabriel Robin et Benjamin Demélay présentent leur premier essai, Le nom, NON, du peuple.
Les Français rejettent les partis. Pourquoi? Pour une raison très simple, parce qu'ils estiment que ces partis politiques ne les représentent plus ou ne sont plus en capacité de servir décemment leurs intérêts. Il y a une crise très profonde de la démocratie représentative depuis 30 ou 40 ans, parce qu'elle n'a pas accompli les missions essentielles que le peuple souhaitait. Donc c'est ça aussi le nom du peuple, c'est une réponse, c'est une défiance, c'est une crise de confiance, mais pour autant ils sont bien obligés de voter. Ils les rejettent dans les faits, puisque c'est le tous pourri, etc. Mais ils se disent, bon, il faut bien quand même quelqu'un pour diriger, pour présider aux affaires du pays. Et quand on leur parle de démocratie directe comme les Gilets jaunes, vous voyez bien que ça ne suit pas jusqu'au bout. C'est une intention, mais une intention qui n'est pas suivie. Également au programme de votre soirée politique éco, Pierre Bergerot reçoit Philippe Pascot pour son livre Mensonges d'État. Tout de suite, La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et c'est à présent la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Avec l'essor modeste mais constant de Campagnol sur Internet, de plus en plus d'acteurs de la vie locale me font des suggestions en douce, comme ça au café, à la pizzeria de la ville voisine, et j'attends de trouver le moment favorable pour parler de plusieurs détails en même temps, en racontant une anecdote qui les rassemble tous, mais là, le sujet n'est pas un détail, et le problème s'applique, comme souvent, à la fois à la politique nationale et à la politique municipale en même temps. Il s'agit, pour résumer, du mépris avec lequel les gros traitent les petits dans ce qu'on appelle les COMCOM, les communautés de communes. Pour schématiser encore, les gens qui ont imaginé ce système n'ont pas poussé l'imagination jusqu'à ce que se douter qu'il écraserait les petites communes qui n'ont que 100 ou 200 habitants au profit de celles qui en ont 1000 ou 2000. Alors vous allez me dire c'est normal, c'est là qu'est la population, c'est donc là qu'est le pouvoir de décision. Oui, mais j'insiste, les gens qui ont mis en place ce système ont laissé aux 2 ou 3 maires là, qui ont une commune bien plus importante que les autres le loisir de mépriser les autres et donc de décider pour eux. Là encore, vous allez me dire, c'est inévitable, c'est la démocratie, c'est la loi du nombre. Eh bien là encore, j'insiste, la grossièreté, l'impolitesse de certains élus, la plupart en vérité, qui font la loi dans les communautés de communes, n'étaient pas dans le contrat de départ. Nombre de petites communes, en ce moment, sont quand même stupéfaites de voir qu'on ne les consulte pratiquement pas ou à moitié avant la décision qui est plus ou moins prise d'avance, pliée comme on dit, et que tout le monde s'entend avec les bureaux d'études conseillés par le département ou la région, bizarrement toujours les mêmes, notamment pour l'épuration des eaux, pour les routes, tout ça pendant que les maires des communes ultra-minoritaires, démographiquement, passent leur temps à dire en réunion, mais j'ai pas vu le dossier. Donc dans la région, à Campagnol, là, nous avons régulièrement un petit maire qui s'emporte dans le journal local pour invectiver nommément un tel ou un tel, et notamment en ce moment le président de la communauté en lui disant textuellement si vous ne passiez pas les réunions à lire le journal et à téléphoner à vos amis du ministère, on aurait peut-être l'impression d'être considéré, mais là nous avons le devoir de dire à nos administrés qu'ils sont traités à travers nous, par vous, monsieur le maire, comme quantité négligeable. On va me demander à moi, et est-ce que vous avez un exemple de ce que vous dites? Eh bien, j'en ai plusieurs, mais je pense à un article en particulier paru dans le journal local récemment, où un petit maire, comme ça, dit au président de la communauté de communes, d'abord, il faut voir combien vous êtes payé. Ensuite, il faut voir comment vous faites voter les autres pour vous augmenter régulièrement. Ensuite, il faut voir combien, pour financer vos dépenses, vous augmentez par exemple le prix de l'eau. Il faut voir aussi que vous êtes 4 communes à décider pour les 9 autres, et à chaque fois qu'on va en réunion, c'est pour apprendre qu'on a un nouveau contractant,
pour ci ou pour ça, et pour telle et telle raison, dont l'offre est plus avantageuse que les autres, nous dit-on, mais on n'a pas eu le temps d'étudier tous les chiffres, et puis on nous dit qu'on n'y comprendrait rien, ou on nous dit, signez là, il y a des ingénieurs derrière. Et le maire en question, qui avait poussé ce coup de gueule dans le journal local, terminait par, si l'absence de politesse ne commençait pas, hélas, au sommet de l'État, on n'en serait pas là. C'est comme dans les familles, les parents sont des grossiers personnages, et donc les enfants sont mal élevés. Et là, les gros maires des communautés de communes se comportent exactement comme le gouvernement avec les manants. Il leur inflige une technicité permanente, un verbiage façon médecin de Molière, du mépris, des magouilles et une énorme vanité. Et la conclusion du petit maire, là, était encore plus violente. Ce sont là, disait-il, des pratiques détestables. Et c'est pourquoi, là je vous mets un peu l'accent, nous détestons les personnes concernées. C'était assez brutal et je me suis immédiatement demandé comment le journal local pouvait laisser passer ça dans une période où tout est contrôlé. Mais c'est le maire de Villeneuve qui m'a donné l'explication et je vous la donnerai, moi, demain. Abonnez-vous, merci. Depuis que Jacques Chirac a rendu son dernier souffle, paix à son âme, le système politico-médiatique s'est mis en branle pour le sanctifier. Il était à l'évidence l'alter ego de Saint-Louis. Seuls les milieux de la résistance au système ont dit la vérité. Le dirigeant politique Chirac fut une catastrophe pour la France. Je ne reviendrai pas sur la liste interminable des mesures qu'il a prises dès son accession au pouvoir en 1974, mesures qui ont puissamment contribué à déstructurer notre pays. Je ne reviendrai pas non plus sur le fait que le garçon était sympathique, savait taper joyeusement sur le popotin des vaches et consommait goulûment du pâté, du saucisson, du vin rouge et de la jante féminine. Tout cela a été dit, redit et surdit. Je voudrais simplement souligner une loi de fin de règne de Chirac, loi qui a été peu commentée alors qu'elle fut désastreuse et que la France va en payer le prix pendant bien longtemps. Il s'agit de la tragique loi Chirac-Raffarin de 2004 sur la liberté d'expression. À cette époque, le vrai visage de Chirac apparaît clairement, puisqu'il sait qu'il va quitter la vie politique très prochainement. Il a donc jeté le masque et a orienté son action vers la défense des minorités prétendument opprimées, à savoir notamment les homosexuels et les immigrés. Chirac s'est servi d'un fait divers glauquissime, à savoir la tentative de gens d'extrême droite de tuer un homosexuel, M. Nouchet, en mettant le feu à ses vêtements. Ulcéré par ce crime, Chirac a reçu à l'Élysée M. Nouchet et a lancé un projet de loi pour éradiquer définitivement de la petite tête des Français toute idée de s'opposer aux minorités dites opprimées. Peu importe qu'il soit ultérieurement rendu public par les services de l'État que l'excellent M. Nouchet avait en fait mis lui-même le feu à ses vêtements pour faire croire à un attentat de l'extrême droite. Jacot voulait sa loi et il l'aurait. Raffarin, en bon serviteur zélé, concocta et fit voter à la vitesse du cheval au galop la dramatique loi liberticide de 2004. Résumé en une seule phrase, cette loi interdit désormais de débattre librement de toute une série de sujets sous peine d'être lourdement condamné pour homophobie, racisme, antisémitisme, anti-islamisme, etc. Le rédacteur en chef de l'époque du très gauchiste Nouvel Observateur fit une déclaration fracassante avant le vote de la loi. Je le cite. « La France va se doter d'une loi unique au monde, mise à part dans les pays de dictature. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Laurent Geoffrin, rédacteur en chef de l'époque du très gauchiste Nouvel Observateur. À l'évidence, cette loi Chirac-Raffarin est une loi de dictature qui a puissamment contribué à museler tout débat sur des sujets liés à la déconstruction de notre pays. Chirac fut un fossoyeur de la liberté d'expression. Nous n'avons pas fini de payer ces dramatiques errements. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.